Bonjour à toutes et à tous. Avant de diffuser le podcast qui a été enregistré le 29 mars 2024 à la médiathèque Charles Nègre, je voulais introduire ce moment et surtout présenter Grâce Expression Populaire, notre association qui est née en octobre 2023. Je suis Leïla, la présidente, et avec Najette, nous avons, dans le cadre de discussions informelles, eu l'idée, l'envie, la motivation de nous engager pour Grâce dont le centre-ville souffre d'une image dégradée et qui nous a vu grandir et dont les rues nous rappellent des souvenirs heureux. Nous souhaitons renforcer le lien social et aussi participer à redonner une dignité aux habitants au sein de cette zone politique de la ville. Alors on s'est engagé et on veut contribuer à un changement positif avec les Grassois en mettant en avant nos principes fondateurs et nos valeurs qui sont l'égalité des chances, la justice sociale, le principe de non-discrimination ou encore l'exercice d'une citoyenneté éclairée. Nous visons à créer un espace où chaque voix peut se faire entendre et où chaque histoire peut inspirer, mais aussi où chaque action peut être un levier de changement. Nous croyons fermement en l'égalité républicaine. Chacun, indépendamment de son origine, de son parcours et de son quartier, mérite de réussir et de s'épanouir. C'est dans cette logique que, dès janvier 2024, nous avons mis en place un suivi Parcoursup pour les lycéens grassois, dans le but de les guider vers une orientation éclairée, mais surtout non censurée. Et donc aujourd'hui, avec l'enregistrement de ce podcast, on franchit une nouvelle étape pour GEP, parce que nous voulons mettre en lumière ceux qui ont su tracer leur chemin pour arriver là où ils n'étaient pas attendus. On avait envie de mettre à l'honneur ces profils et ces parcours exceptionnels. Et à travers ce podcast, on veut effectivement inspirer, mais on veut aussi éduquer. On veut montrer que derrière chaque réussite, il y a des vraies difficultés, des accommodations, des défis et aussi beaucoup de détermination. Alors ensemble, faisons de GEP le symbole de la résilience et de la solidarité. Engageons-nous pour que notre quartier soit reconnu, non pour les stéréotypes qui lui sont associés, mais plutôt pour la richesse et les talents de ses habitants, et pour que le principe de dignité reprenne sa juste place. Donc sans plus tarder, voici le podcast qui se compose en deux parties. Donc la première partie sera enrichie par l'intervention de M. Primon, sociologue et maître de conférence à l'Université de Nice Côte d'Azur, qui va partager avec nous les résultats de l'étude Trajectoire et Origine 1, qui traite des discriminations sur le marché du travail des descendants d'immigrés. Et puis dans une seconde partie, nous allons écouter deux témoignages enregistrés, celui de Walid Briki, psychologue clinicien et du travail, docteur en psychologie du sport, et Jawed, avocat au barreau de Grasse, qui sont tous deux natifs de Grasse Centre-Ville. Et puis sur place, c'est Najette, qui est consultante en formation professionnelle et cadre depuis presque 20 ans, qui va nous faire un retour d'expérience sur son parcours riche. À la fin du podcast, nous avons laissé le micro ouvert pour que le public puisse témoigner. Alors, différentes personnes ont eu la gentillesse de nous faire le retour de leur expérience et leur témoignage. Merci à Pachi, merci à Marcel Sarr de l'association Adam de Nice qui a eu aussi la gentillesse de témoigner de son parcours. Merci aussi à l'enseignant Frédéric qui s'est déplacé pour notre podcast avec sa classe du lycée Léon Chiris. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On remercie d'avance toutes les personnes qui seront inspirées par notre projet et qui voudront bien nous rejoindre, que ce soit dans nos prochains événements ou en adhérant et en nous donnant des idées et de la motivation. Et bien sûr, on remercie chaleureusement nos mécènes, Quantum Design pour notre logo, Okavango pour tous nos supports de communication, Calliope pour l'ambiance musicale. On remercie nos membres, Nadia, Gisèle, Philippe, nos bénévoles, Ayette, Marie, Raphaël et Stéphane. Bonne écoute, à bientôt. Merci à la présidente Leïla pour ces mots d'introduction. Donc je suis également membre de GEP en tant que secrétaire. Avant de laisser Monsieur Primon dans un petit instant se présenter, je tenais également à présenter le thème de ce podcast, parcours de réussite et quartier populaire. Alors nous allons partir du postulat que la réussite est le chemin non contraint, emprunté par un individu dans un domaine qui lui plaît et qui lui apporte satisfaction personnelle
intellectuelle ou financière ou encore humaine. Réussir, c'est donc subjectif, puisque ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais cela inclut souvent une dimension de bien-être et d'épanouissement personnel. Parcours de réussite et quartier populaire, qu'entend-on par quartier populaire ? On les appelle également des quartiers politiques de la ville. Et sachant que Grasse est concerné par cette situation, puisque Grasse possède 2 quartiers qui sont en politique de la ville, le quartier Grand Centre, 6400 habitants, et également le quartier des Fleurs de Grasse, 1400 habitants. Alors, tout d'abord, ce sont des lieux, comment les caractériser, que sont ces quartiers politiques de la ville? Eh bien, ce sont des lieux où, tout d'abord, le taux de pauvreté est important. À Grasse, on a 37% de taux de pauvreté, alors que pour l'ensemble de l'agglomération, il est de 13%. Et ensuite, ces zones se caractérisent par d'autres indicateurs, comme par exemple sur l'éducation. Les quartiers politiques de la ville ont un taux important de personnes non diplômées ou avec un diplôme inférieur au bac. On peut également les caractériser par l'insertion professionnelle, avec un taux important de demandeurs d'emploi. Concernant Grasse et ses quartiers politiques de la ville, on a 1040 demandeurs d'emploi pour un total de 7800 habitants dans ces quartiers populaires. On arrive à 13% de la population de ces quartiers, soit presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Enfin, un quartier politique de la ville se définit également par le taux de population d'origine étrangère qui est en surreprésentation. C'est le cas au Grand Centre, à Grasse Grand Centre, où on a 28% de la population de ce quartier qui est étrangère, contre 8% comme moyenne nationale. Alors, il nous a semblé important donc d'inviter un sociologue en la personne de Monsieur Primon, qui se présentera précisément tout à l'heure, qui est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, qui travaille notamment sur les parcours scolaires, la transition entre les études et l'emploi des descendants d'immigrés et les discriminations sur le marché du travail. Dans un second temps, nous écouterons des témoignages de 3 Grassois, natifs du centre-ville et descendants d'immigrés, ceci dans le but d'enclencher une réflexion collective afin de réfléchir ensemble sur les freins qui peuvent intervenir, mais aussi sur les capacités que l'on peut avoir parfois à les dépasser, à dépasser ces freins. Alors, tout d'abord, nous allons commencer avec Monsieur Primon. Tout d'abord, Monsieur Primon, est-ce que vous pouvez vous présenter ? C'est ça, oui, bien volontiers. Alors Jean-Luc Primon, moi je suis maître de conférence, sociologue, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, au département de sociologie, démographie, et à l'université, en fait, les enseignants sont aussi chercheurs, on dit qu'on est enseignant-chercheur. Et donc, depuis 25 ans à peu près, un quart de siècle, je travaille notamment sur les questions comme vous l'avez dit, de parcours scolaire, enfin de trajectoire scolaire, d'inégalité scolaire en fait, et d'accès notamment au système d'emploi, d'insertion professionnelle, à l'intérieur d'une équipe qui s'appelle l'URMIS, Unité de recherche, migration et société, qui est une des 3-4 équipes spécialisées sur les questions de migration en France. Voilà. Et j'en ai été d'ailleurs le directeur adjoint ces dernières années. Là, je ne suis plus directeur adjoint depuis 1 an. Et dans le cadre donc de ces recherches, notamment, j'ai longtemps travaillé, je travaille encore, sur l'exploitation d'une enquête, on va peut-être en parler, qui s'appelle Trajectoire et origine. La première enquête date de 2008, qui est une enquête nationale qui interroge principalement les populations immigrées en France et leurs enfants. Monsieur Primon, ouais. Je me permets de vous couper. Alors, avant d'entrer dans justement ce que cette enquête va beaucoup nous intéresser, on va en parler. Trajectoire et origine, c'est un travail important à l'échelle nationale. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs
ce qu'est la sociologie. Bien volontiers, également. Oui. Alors la sociologie, il y a plusieurs définitions. Les sociologues ne sont pas d'accord sur la manière de définir la sociologie, notamment de manière générale. Un des pères fondateurs de la sociologie en France disait que c'était la science des faits sociaux. Bon, ça reste encore un peu obscur. En vérité, les sociologues analysent la vie sociale et notamment essaient en partie dans leurs analyses, d'examiner les écarts entre les principes que se donne une société, les normes et les valeurs, et la réalité sociale telle qu'elle est. Voilà, pour le dire très vite. Donc c'est l'étude de la vie sociale, donc c'est diverses dimensions. Ça peut être l'emploi, l'école, mais ça peut être aussi les sentiments, ça peut être y compris les imaginaires, les représentations, ce qu'on appelle les représentations collectives, les valeurs. Enfin, il y a une multiplicité de thèmes qui sont abordés par les sociologues, mais l'objectif au fond, c'est de dévoiler un certain nombre de mécanismes qui organisent en fait la vie en société et qui sont pas toujours transparents. En vérité, très souvent, ce sont des évidences, mais ce sont tellement des évidences qu'on ne les voit plus, quoi. Voilà. Vous voyez ? Alors justement, parmi ces champs multiples de la sociologie, on peut justement s'intéresser maintenant au travail de cette enquête ambitieuse, Trajectoire et origine, qui débute en 2008. Alors, juste peut-être, avant de vous laisser la parole, rappeler un peu les raisons de cette enquête trajectoire et origine. La France est un pays d'immigration depuis plus d'un siècle. La France est une société multiculturelle où la diversité des origines atteint un niveau sans précédent. Mais la situation des populations liées à l'immigration, objet d'idées reçues et de représentations stéréotypées, reste mal connue. Souhaitant répondre à ce besoin de connaissances statistiques, on a 2 organismes publics, l'INED, l'Institut national des études démographiques, et l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, qui se sont associés pour réaliser une enquête d'envergure sur la diversité des populations en France et l'étude des discriminations. Et avant de vous laisser la parole, Monsieur Primont, évoquez le fait que cette étude est réalisée auprès de 22 000 personnes. Comment avez-vous participé à cette étude ? Ouais. Moi, j'ai été associé dès le début à la première enquête 2008, ce qu'on appelle le groupe préparatoire de l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, on a préparé notamment le questionnaire qui permettait de faire l'enquête. Mais peut-être je vais revenir avant un petit peu sur les raisons qui ont conduit notamment deux institutions. L'INSEE, que vous connaissez peut-être, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est l'Institut statistique officiel pour la République française, et en même temps l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui ont donc pris l'initiative. Et à l'époque, le directeur de l'INED, d'ailleurs, il faut le mentionner, c'est François Héran, qui est aujourd'hui professeur au Collège de France et qui occupe la chaire Migration et Société. Donc tout ça est très lié. Et il a largement soutenu cette enquête. Et en fait, effectivement, en France, il y avait quand même un déficit de données sur ces questions-là. Il y avait non pas une méconnaissance, mais en tout cas, il n'y avait pas une connaissance, on n'avait pas les moyens, souvent statistiquement, de connaître de manière approfondie, par exemple, les conditions d'existence des populations immigrées. D'autant plus que la France, c'est un grand pays d'immigration, depuis au moins le 19e siècle, qui a connu des vagues successives d'immigration, mais en fait, il y avait un outillage statistique qui était encore perfectible, disons, en tout cas, qui était insuffisant. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et notamment, on sait qu'à partir des années 80, notamment le maître mot de la politique française, c'était la question d'intégration. Et que pour mesurer cette intégration, il était nécessaire quand même d'avoir un certain nombre d'éléments chiffrés. L'autre élément important de contexte, c'est qu'on est l'enquête Trajectoire et origine, en fait, se prépare dès 2005-2006. Elle va être réalisée en 2008. Il faut 2-3 ans pour réaliser une enquête de ce type. Et en 2001, la France a voté a transposé en fait dans le droit français des directives européennes. Des directives en Europe sont des lois en fait. Et les pays qui appartiennent à l'Union européenne sont obligés de les transposer plus ou moins dans leur cadre législatif. Et donc en 2001, la France s'est dotée de sa première
véritable loi contre les discriminations. Et donc l'enquête, en fait, Théo, elle est justement réalisée aussi pour répondre à la question des discriminations. Et de ce point de vue-là, c'est une enquête vraiment pionnière dans les études de statistiques nationales, parce que pour la première fois, on pose des questions sur les discriminations dans une enquête de ce type. Voilà, 2008. Très bien. Et dans cette enquête, avez-vous constaté notamment que les descendants d'immigrés font l'objet de discrimination? Est-ce qu'une enquête de ce genre peut l'observer et est-ce qu'elle le constate? Alors, deux choses. D'abord, statistiquement, on ne prouve pas la discrimination, mais disons qu'il y a un certain nombre, on mesure en fait ce qu'on appelle des écarts de situation, des inégalités, vous préférez. Donc on mesure des inégalités, sauf qu'on se rend compte que ces inégalités, elles sont en fait largement imputables aux origines des personnes, aux origines, au pays de provenance. Alors, en vérité, au pays de provenance direct pour la première génération et au pays de provenance des parents lorsqu'il s'agit des enfants. Et ça, oui, en effet, l'enquête le constate. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités qu'on peut dire d'origine ou migratoire. C'était plutôt le vocabulaire à l'époque, c'était plutôt ça, de parler d'origine en fonction du statut migratoire des personnes à l'intérieur de la société française dans divers domaines de l'existence, notamment dans l'emploi. Mais je dirais aujourd'hui, c'est plus un scoop. Enfin, tous les tests de discrimination, alors les tests de discrimination, je vais dire en mots, mais tous les tests de discrimination depuis plus de 20 ans concluent à la discrimination des jeunes d'origine maghrébine. Je veux dire, tous. Il n'y en a pas un qui dément ce résultat. Voilà. Et en fait, dans les enquêtes statistiques, on retrouve, bien évidemment, des écarts, enfin, notamment dans l'accès à l'emploi, à niveau de diplôme équivalent. Par exemple, l'accès à l'emploi est plus difficile, l'expérience du chômage est plus fréquente. Enfin, il y a toute une série d'indicateurs socio-économiques qui montrent qu'il y a des difficultés particulières et que très certainement ces difficultés, c'est une hypothèse, bien sûr, mais très certainement, ces difficultés sont en grande partie imputables à ce qu'on appelle des barrières d'accès à l'emploi, c'est-à-dire en fait des discriminations. D'accord. Voilà. Et d'abord, une petite précision technique. Sur le travail de sociologue, moi j'ai toujours entendu dire qu'en France, il n'existe pas de statistiques ethniques, qu'on ne peut pas, que la France n'a pas de dossiers, d'archives sur les origines ethniques des personnes. Alors comment procéder avant de voir un petit peu ce que les sociologues peuvent apporter au débat public? Déjà, comment un sociologue fait pour travailler sur ces questions? Alors, la législation française, en effet, a une règle générale qui est d'interdire les statistiques ethniques et notamment les statistiques administratives. Normalement, les administrations ne peuvent pas collecter ces types de données. Bon, il faut s'entendre aussi sur ce qu'on appelle statistique ethnique. En vérité, l'enquête trajectoire et origine, par exemple, ce qu'elle a permis de repérer et d'enregistrer, c'est le pays de naissance et la nationalité des parents. Ce qui normalement est interdit dans une administration, par exemple. Donc, on connaît la nationalité des personnes. Ça, c'est une variable d'État, comme on dit, mais au sens avec un grand E, c'est-à-dire une variable publique, comme la date de naissance ou le sexe à la naissance. Et donc, la nationalité, c'est une variable d'État. En revanche, demander à quelqu'un la nationalité, le pays de naissance, en vérité, et la nationalité à la naissance des parents, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, c'est ce que fait l'enquête trajectoire et origine. L'enquête trajectoire et origine, depuis 2008, en 2008, elle le fait sur les parents. Il y a une nouvelle enquête, il y a une deuxième vague là, en 2020, une nouvelle enquête qu'on a fait, et cette fois, on pose même la question sur les grands-parents. C'est-à-dire qu'on essaie de remonter sur 3 générations. Alors, pour pouvoir faire ce type d'enquête, en fait, il faut une dérogation d'une série d'instances. Vous avez notamment la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui surveille en fait l'utilisation des fichiers administratifs et notamment de l'état civil, en fait, du fichier des personnes physiques. Il y a un fichier des personnes physiques en France qui est centralisé à Nantes d'ailleurs. Et de la CNIL, et puis d'autres instances plus liées à l'institution statistique. Il y a une instance qui s'appelle le CNIS, ce qu'on appelle aussi le comité du label. Enfin bon, il y a toute une série comme ça de filtres qui essaient de garantir le respect notamment des libertés individuelles, que l'enquête soit anonyme, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais il y a la possibilité en France, bien sûr, de déroger à ce principe général. Voilà.
Et d'ailleurs, on peut le faire autrement. C'est-à-dire ça, c'est une enquête qui est d'utilité publique, qui a été reconnue au fond d'utilité publique. Mais les sondeurs, par exemple, des organismes souvent privés, le font, arrivent à le faire. Mais dans ce cas-là, il faut le consentement de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous demander, est-ce que vous êtes d'accord que je vous pose telle question sur vos origines? Oui, non. Si vous dites oui, il vous pose la question. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi de 2001 en France comme étant la première loi en France de lutte contre les discriminations. Est-ce que la sociologie inspire les politiques publiques? Est-ce que nos gouvernants, l'administration, les administrations centrales lisent Trajectoire et Origines, qui font quand même, qui entrent en résonance avec, par exemple, tout simplement la devise du pays? Alors justement, comment la sociologie inspire les politiques publiques? Tout d'abord, Trajectoire et Origines, c'est une enquête statistique qui est plus qu'une enquête sociologique. C'est une enquête à la fois sociologique, économique, démographique, et c'est une enquête nationale qui a le label INSEE. Enfin, je veux dire, donc, comme on dit, une enquête de statistique publique. Alors, c'est pas exactement une donnée officielle comme le recensement, mais tout de même, c'est une enquête qui est une émanation de la puissance publique. Alors oui, ces données-là sont utilisées par le pouvoir politique. Enfin, d'une part, elles sont mentionnées dans toute une série de rapports parlementaires, par exemple. Et puis, en tant que partie prenante de l'enquête, enfin les responsables de l'enquête peuvent être éventuellement auditionnés dans des commissions de l'Assemblée nationale ou oui, bien sûr, il y a une restitution publique d'abord de l'enquête qui se fait auprès des institutions qui l'ont soutenue. C'est une enquête qui a le soutien, par exemple, du défenseur des droits, qui peut avoir des soutiens aussi de services ministériels, y compris le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des questions d'immigration, qui participe au financement de l'enquête, le ministère du Travail. Donc dans tous ces ministères, en fait, il y a des comptes rendus, bien sûr, des résultats et des discussions sur les résultats. Alors est-ce que ça va jusqu'à influencer la politique pratique, je dirais, les mesures gouvernementales? Ça, c'est une autre histoire. Par contre, documenter, je dirais, les questions et les problèmes, oui. Voilà. Alors, avant de voir peut-être plus précisément votre participation, déjà, on peut rappeler que Trajectoire et Origines est édité sous la forme d'un livre que l'on peut acheter, consulter. C'est une première. Qui est en ligne d'ailleurs. Et qui est en ligne. Oui, c'est donc de lire en ligne. Alors, comment votre laboratoire a participé? À quel chapitre avez-vous contribué? Alors, le laboratoire en tant que tel n'a pas participé à Trajectoire et Origines. En fait, l'équipe qui constitue Trajectoire et Origines est surtout composée d'une équipe de l'INED, Institut national des études démographiques, qui s'appelle MIME, qui est minorité, intégration, alors migration internationale, et minorité. Et ensuite, les personnes qui étaient là étaient soit représentantes de services d'études ministériels, notamment, la santé, je l'ai dit tout à l'heure, le service des études, j'ai oublié son nom, mais au ministère de l'Intérieur, qui s'occupe des statistiques d'immigration, notamment les visas, les statuts, enfin les titres de séjour, etc. Et moi, j'y étais en fait plutôt à titre individuel, en tant qu'ayant une expertise, notamment sur les questions de transition école-emploi, parce que j'avais travaillé auparavant sur d'autres enquêtes statistiques qui sont des enquêtes du CEREC, qui sont spécialisées sur les questions d'insertion. Alors justement, sur cette transition école-emploi, est-ce que vous pouvez évoquer peut-être quelques conclusions ou quelques grands traits qui ressortent de votre travail? Oui, d'abord, je voudrais dire ce qu'on a tiré de l'enquête Théo, l'enquête de 2008, la conclusion au moment de la conférence de presse, au moment où le livre sort, il sort en 2016-2017, c'est tardif, c'est presque 10 ans après l'enquête. Mais c'est un gros livre, 700 pages ou 600 pages, voilà, bon. Et donc il y a une conférence de presse et donc on s'est interrogé, notamment l'équipe de direction, Chris Beauchemin, Patrick Simon, Christelle Hamel à l'époque, pour savoir un peu comment synthétiser les résultats. Et les résultats, c'était notamment sur la question de l'intégration. Les résultats, c'est la France, en fait. En France, il y a
une configuration de l'intégration qui s'apparente, alors c'est du jargon de sociologue, hein, ça, qui s'apparente à une intégration ségrégative. Et en fait, ou segmentée plus exactement. En fait, c'est en référence à une notion qu'on utilise aux États-Unis qui s'appelle l'assimilation segmentée. L'assimilation segmentée, ça veut dire, ou l'intégration segmentée, ça veut dire qu'en fait, vous avez des courants migratoires dont les descendants notamment et les enfants rejoignent à peu près les conditions de la population générale à partir de la deuxième génération. Et puis vous avez des populations qui bifurquent, qui divergent et qui ne rejoignent pas les conditions de la population générale. Et ça, même en étant ici, seconde génération. La seconde génération, oui, c'est la seconde génération. Alors, la première, on s'y attend parce que populations immigrées qui arrivent en France, elles arrivent souvent pour des motifs économiques. On sait à peu près où elles se situent sur le marché du travail, dans quel type d'emploi. Ça, il faut faire des emplois peu qualifiés, du salariat d'exécution, etc. Mais alors, même s'il y a quand même un courant migratoire diplômé, souvent déclassé d'ailleurs à l'intérieur de l'emploi, lorsqu'on arrive, par exemple, qu'on est médecin étranger, compte tenu de la fermeture et de la clôture, je veux dire, du marché médical en France, on fait fonction d'eux, mais on n'a pas le salaire, ni les conditions de travail, ni même la stabilité de l'emploi et la sécurité de l'emploi. Mais sur la deuxième génération, les enfants, la descendance, oui, il y a quand même des écarts importants, et ce sont notamment, c'est ce que remarquent d'ailleurs les enquêtes sur les discriminations, hein, ce sont notamment les jeunes issus des immigrations nord-africaines, subsahariennes, turques également, qui ont le plus de difficultés à entrer sur l'emploi, pour des raisons qui sont des raisons objectives. Ce sont aussi des populations qui sont plus faiblement diplômées souvent. Et ça la question qui est posée, c'est les parcours scolaires, enfin comment l'école, comment se déroulent ces parcours scolaires. Mais à diplôme identique ou à niveau de diplôme identique, les conditions sur le marché du travail sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Et donc il y a des écarts importants. Moi, j'avais fait notamment au CEREC, sur les enquêtes à l'époque Génération, on regarde la situation dans l'emploi sur 5 ans, après la sortie des études, pour tous les niveaux d'études. Et j'avais notamment regardé les personnes qui sortaient sans diplôme du système éducatif, notamment sur des enquêtes qui étaient dans les années 2000, la décennie 2000. Alors il y a eu une diminution importante des sorties sans diplôme du système éducatif pendant ces années-là. Mais quand on regarde les courbes d'insertion, c'est-à-dire les trajectoires en fait des populations, bon, il y a des écarts importants entre les populations. Au milieu des années 2000, par exemple, il y a des écarts importants en termes de non-accès à l'emploi, quoi, hein, de chômage, etc. Et en fait, il y a des populations, mais les courbes ne bifurquent jamais, ne se croisent jamais. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez des écarts de situation qui sont permanents. Et ce que j'avais noté, par exemple, et on le vérifie en 2007-2008 au moment de la crise économique, c'est que en général, c'est un peu technique, mais en général, si vous voulez, quand vous sortez du système éducatif, il y a un taux de chômage élevé. Puis au bout de quelques mois ou d'un an, un an et demi, les taux de chômage baissent en fonction des diplômes, en fonction des origines. Enfin voilà, donc il y a une décroissance, si vous voulez, du chômage. Et j'avais noté notamment que pour les jeunes issus de l'immigration nord-africaine, vous aviez une décroissance donc sur 3 ans, 4 ans. Puis quand on arrivait en 2007-2008, au moment de la crise économique, vous aviez une remontée du chômage, alors que vous ne l'observiez absolument pas pour les autres populations. Les autres populations, le taux de chômage continuait de décroître. Bon, l'hypothèse là, ça veut dire qu'on a des populations qui sur le marché du travail, font un peu fonction, c'est dur de le dire comme ça, hein, mais qui font un peu fonction de variables d'ajustement. Et d'ailleurs, variables d'ajustement, ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce de réservoir de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, quand ça va mieux sur le marché du travail, les employeurs viennent vous chercher. Ça, on l'a vu au moment du bug de l'an 2000. Notamment, il y avait des collègues, Stéphane Beau, qui avait beaucoup travaillé sur les usines PSA du côté de Montélimar, etc. Dire les jeunes les jeunes issus de l'immigration maghrébine notamment étaient en surchômage, on va dire, par rapport aux autres. Et puis dès qu'on a eu besoin de main d'œuvre sur les chaînes, on est allé les chercher au bas des immeubles. On est allé, bon voilà, voilà, c'est un peu l'accordéon, quoi. C'est un peu comme Uber. Ça, t'as des aspects, hein. Alors qu'en situation économique plus satisfaisante, l'accès à l'emploi arrive plus rapidement après les études. Mais alors justement, lors de la crise économique de 2007-2008,
qu'est-ce qui va se passer chez les employeurs? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va s'actionner? Des idées reçues, des stéréotypes, des idées reçues sur des compétences que n'auraient pas certaines personnes. Comment ça se passe? C'est compliqué. Je veux dire, il y a effectivement un préjugé. Il peut y avoir un préjugé qui est activé. Il y a je pense qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont plus insidieuses. C'est-à-dire qui ne sont pas véritablement délibérées. D'accord. Mais qui font que on va préférer tel candidat à tel autre. C'est ce qu'on note dans tous les tests de discrimination. Tout à l'heure, je l'évoquais, les tests de discrimination, en fait, on se met en situation un peu fictive. C'est une espèce d'expérimentation, en fait. On a 2 candidats avec les mêmes qualités, mais dont les origines sont différentes. Et on envoie les CV dans les entreprises, dans les mêmes entreprises, et on voit qui est retenu pour l'entretien, qui n'est pas retenu pour l'entretien, et éventuellement, après l'entretien, qui est retenu et qui ne l'est pas. Et on voit tout de suite qu'il y a, enfin, tous les tests disent qu'il y a un écart, et que notamment, parce que c'est souvent testé sur les personnes qui auraient une origine nord-africaine, compte tenu du poids de l'immigration nord-africaine en France. Tous les tests concluent à la discrimination. Et je vais vous donner une anecdote, qui est en fait une expérience de recherche qui a été faite non pas en France, mais en Belgique. Et donc, en Belgique, ils avaient fait la même chose, mais jusqu'à l'entretien. Et donc, il y avait des personnes qui avaient été retenues pour l'entretien, et les candidats, ils sont allés. Et donc, il y avait parmi les candidates, il y avait notamment, c'était sur des femmes, parmi les candidates, il y avait une personne dont les parents étaient d'origine marocaine, qui n'avait pas été retenue pour l'entretien, etc. Et elle avait été plutôt blessée, d'ailleurs, c'était une étudiante, elle avait été plutôt blessée par ce qui s'était passé, parce qu'elle avait vu que ses collègues de promo, elle avait été recrutée, en tout cas, aller à l'entretien. Et donc, elle cherchait quand même du travail. Et ce qu'elle a fait, c'est que sur le CV, elle a mis son nom en bas du CV, pas en haut. Et elle a été appelée pour un entretien. Alors, pendant le test, elle ne l'a pas été. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un critère quand vous sélectionnez le CV. Oui. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi pour nos jeunes, pour l'avenir dans nos quartiers, mais pour le pays, c'est aussi d'avoir clairement connaissance de ces freins qui existent et comment elles peuvent essayer d'alimenter des stratégies personnelles. Comment, alors qu'on est diplômé, qu'on a des compétences qui sont reconnues, comment faire face à ces situations. Alors, on aura le témoignage de notre trésorière, bien sûr, Najette, dans un petit instant. Et on va commencer, on va suivre deux témoignages de Walid Briki et Jawad Dani. Ce sont des témoignages donc capturés en vidéo. Monsieur Primon, oui. Non, juste un mot, moi, je viens de dresser un tableau qui est effectivement un peu noir de la situation. Mais il y a aussi de belles réussites collectives quand même. Enfin, lorsqu'on regarde par exemple les niveaux de diplôme, on en parlait tout à l'heure en aparté, je veux dire, les enfants des immigrations en France, même s'ils sont un peu sous-diplômés par rapport à la population générale, ont quand même accès désormais au baccalauréat, voire à l'enseignement supérieur, quand leurs parents souvent n'étaient pas diplômés. Et c'est quand même un parcours, rien que ça, c'est déjà un parcours extraordinaire. C'est une distance scolaire qui est parcourue, qui est déjà... Et très souvent, on a des pionniers dans les familles, des gens qui pour la première fois ont le bac, qui pour la première fois ont un diplôme du supérieur. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que, indépendamment des origines, statistiquement, les enfants issus des classes populaires vont moins avoir le baccalauréat ou moins bien réussir leurs études supérieures que des enfants issus de classes favorisées. Ça c'est une règle, c'est une loi un peu générale de l'école française. Il y a une sélectivité sociale très forte. On le sait depuis très longtemps. Il y a une inégalité sociale à l'école que l'école française n'arrive pas à résoudre en vérité depuis 60 ans. Alors, on aura je pense qu'on va réactiver ces questions, notamment avec à partir du premier témoignage. Donc, c'est le témoignage de Walid Briki. Briki, 40 ans, je suis psychologue, je suis né à Grasse et au centre-ville, j'ai vécu dans le centre-ville. J'étais un élève sérieux à l'école primaire,
Je l'étais moi au début du collège et je suis redevenu sérieux à la fin du collège. Puis ensuite, j'ai continué dans cette dynamique. Je voulais à la base devenir professeur de PS et puis en faisant des études de sciences du sport, je suis tombé amoureux de la psychologie du sport. Et du coup, j'ai continué dans cette voie jusqu'à l'obtention d'un doctorat en psychologie du sport. Plutôt avant l'université, j'ai rencontré des difficultés. En première S, bon élève, mais avec des difficultés. Puis j'ai été découragé par une prof de maths qui m'a dit ta place elle n'est pas ici, elle est en BEP ou en CAP. Et j'ai eu l'intelligence de ne pas la croire. Au contraire, après la licence, il y avait un rapport encore plus proche avec les professeurs. On était mieux identifiés. J'ai été identifié comme un bon étudiant, donc ça m'a facilité à avancer. Et j'ai fait jusqu'en maîtrise, jusqu'au master 1 à Nice. Et grâce à une recommandation, je suis parti à Montpellier, à la master TNPZ. Et de ce master-là, je rencontre un professeur avec qui ça s'est très bien passé, qui m'a ensuite ouvert la voie à une thèse de doctorat. L'université, pour moi, c'était une très belle expérience. J'ai fait un master de bronze, ensuite un master de recherche avant de continuer. Et à l'issue du master 2, il y avait un concours. Arrivé le deuxième de ce concours-là, donc j'ai pu obtenir cette bourse et faire ma thèse. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai eu la chance aussi d'être soutenu par ma famille, avec en plus les aides du Crous. Donc ça me suffisait pour vivre, faire mes études. Après la thèse, il y avait déjà des contrats à durée déterminée en tant qu'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Je continuais en tant qu'enseignant et chercheur à l'université. Puis ensuite, j'ai pris un poste de maître de conférence. C'est pas très bien passé. J'ai trouvé que le monde du travail, là, pour le coup, était violent à l'université. Donc, en tant qu'étudiant, c'était protecteur, c'était agréable. Et dès que je suis passé au niveau maître de conférence, j'ai eu le sentiment de rentrer dans un monde possible, même la jungle, parce que je n'étais pas du tout préparé à ce monde-là. Et à ce moment-là, j'ai eu la possibilité de travailler à l'étranger. Et au Qatar. Je suis resté 7 ans, ça a été des très belles années. Et c'est ensuite, quand j'ai eu le sentiment d'être allé jusqu'au bout de cette expérience, j'ai voulu revenir en France. Et là, j'ai pas réussi à retrouver un poste de maître de conférence. On m'a donné beaucoup d'arguments. On m'a donné l'argument d'avoir quitté la France. Deuxième argument, c'était peut-être l'âge. L'âge, j'ai été étonné, surpris d'entendre que j'étais un peu vieux pour un poste de maître de conf. Et donc, ça a été des freins comme ça qui se sont interposés. J'ai pas pu revenir dans le milieu académique. Alors du coup, comme je suis psychologue, parce que j'ai fait STAPS et aussi psycho, j'ai eu 2 parcours en parallèle. J'ai ouvert mon cabinet en libéral. Je me suis rendu compte que ça marchait pas tellement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de petite réorientation dans le milieu de la psychologie. Encore un 4e master. D'accord. Voilà. Donc, tu as 4 masters et une thèse. Et une habilitation à diriger des recherches. Bravo. Je suis heureux. Tu as réussi? Ouais, j'ai réussi, ouais. J'ai le sentiment d'avoir réussi, ouais. Un deuxième témoignage, c'est celui de Jawad Dani. Écoute, je m'appelle Jawad Dani, j'ai 36 ans. Je suis issu d'une fratrie de 8 frères et sœurs et j'ai habité au quartier de la Gamoudien. Je suis avocat, barreau de grâce, même si j'ai étudié à Nice, j'ai fait une petite formation à Paris, j'ai obtenu l'EDA, donc le CRFP à Nice. Ensuite, j'ai fait l'école des avocats à Marseille. Et je suis revenu en Grâce pour être avocat depuis 2017. J'ai toujours voulu être avocat parce que au collège, j'aimais défendre les autres. C'était avocat que je voulais faire, mais je pense que aussi j'ai transformé un rêve en projet. Et puis ce projet a finalement pu se réaliser à la fin de mes études. J'avais déjà obtenu le CRFR. Et durant cette formation, on avait 2 stages à faire. Un de 6 mois dans une structure qui n'était pas juridique et un de 6 mois dans une structure qui était juridique. Donc, le cabinet d'avocats, au final, j'avais envoyé peut-être une 50aine de CV. J'avais pas trouvé d'avocat qui acceptait de me prendre en stage. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait appel à l'ordre et ils m'ont trouvé un avocat qui aurait bien accepté de me prendre. Et à l'issue des 6 mois, une nouvelle difficulté encore, c'était que mon collaborant, donc l'avocat qui m'avait pris en stage, m'avait dit qu'il était très satisfait de mon travail. Il m'a dit non, mais ne cherche pas de stage parce que je vais te prendre. Puis 10 jours avant la fin du stage, tous mes collègues avaient trouvé un stage et moi, il vient me voir et il me dit non, mais finalement, ou quelqu'un avec un peu plus d'expérience pour aller au palais de justice, etc. Toi, la fois dernière, tu pourras pas plaider ou ne sais plus ce qu'il m'avait trop dit. Et il m'a mis un petit peu en porte-à-faux parce que du coup, moi, 10 jours avant la fin du stage, c'était soit j'avais un stage, une collaboration qui acceptait de me faire signer un contrat et je pouvais devenir avocat, soit j'en avais pas. C'était soit je me lançais tout seul, soit je ne devenais pas avocat. Et je me suis lancé tout seul. Au début, c'était un peu difficile. Finalement, quand on est collaborateur, on est comme salarié, on est avec un avocat qui nous donne des dossiers, qui nous rémunère pour ces dossiers. Donc, généralement, quand on est avocat, on commence par la collaboration 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de se faire sa clientèle, et ensuite, on se lance.
Mais moi, je me suis lancé tout seul parce que finalement, j'avais vécu l'expérience des stages. Donc, c'était soit je me mets à chercher quelqu'un qui accepte de me prendre en collab, sachant que personne n'avait voulu me prendre en stage, ou soit je me disais, donc, pour partir de zéro seul, alors que j'avais pas encore l'expérience du terrain. Mes premiers dossiers sont arrivés. J'ai dû faire toutes les permanences dès le début, parce que quand on est avocat, on peut s'inscrire sur des listes de permanence. Garde à vue, pas les QCIS. Donc, dès le début, j'ai fait toutes les permanences possibles et inimaginables. Déjà pour apprendre. En plus, j'avais pas de collab, donc il fallait bien payer le loyer. J'en suis pleinement satisfait parce que du coup, au départ, je faisais du tout, non. Je prenais tous les dossiers que je pouvais prendre. Aujourd'hui, maintenant, je choisis ma clientèle. Ma définition de la réussite, pour moi, c'est arriver à faire ce qu'on veut faire. Ne pas rester déterminé ou subir le déterminisme qui serait celui de dire qu'il y a une catégorie de personnes qui se reproduisent sociologiquement et donc qui vivent dans une certaine réalité sociale et d'autres qui seraient dans une situation qui vont subir. Le fait de sortir de cette situation et de ne pas subir le déterminisme, c'est une réussite. Il ne faut pas oublier que toutes les difficultés par lesquelles on va passer, tout ce qu'on va traverser, ça ne nous détermine pas. Ce qui nous détermine, ce n'est pas les échecs. Les échecs, c'est des expériences et ça va nous aider à aller, en tout cas, à réaliser notre futur. On s'est fixé. C'est en toute humilité que je le dis. Moi, j'ai réussi à devenir avocat aujourd'hui, qu'on n'est pas déterminé à atteindre un point et ne plus en bouger. Demain peut-être décider, il y a des confrères qui décident de devenir parquetier, des confrères qui décident de changer de voie. Il me plaît dans ce que je fais parce qu'il me semble utile. Vraiment, j'ai pu sortir une personne d'un hôpital psychiatrique pour me laisser retrouver dans un monde normal. D'autres personnes, j'ai fait une personne sont lui annule son titre de séjour et qu'il allait en rencontre. Et ça c'est ce qui me plaît parce que comme je le disais au début, peut-être que la boucle sera plus clé, mais j'ai toujours aimé défendre les personnes et aujourd'hui, je sens que c'est ce que je fais. Le conseil que je pourrais donner déjà, c'est de se fixer des objectifs déjà, parce qu'il y a des jeunes qui vont peut-être n'a pas d'objectif. Déjà savoir ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on aime faire? Est-ce qu'on est plus manuel? Est-ce qu'on est plus intellectuel? Est-ce qu'on aime lire? Est-ce qu'on n'aime pas lire? Parce que la seule personne qui peut estimer si tu vas y arriver ou pas, c'est toi. Te donner les moyens d'y arriver et ne jamais se déterminer par ce qu'on est ou parce qu'on a des parents qui ne parlent pas français ou parce que nos parents ne sont pas du milieu dans lequel on veut aller. Et la preuve en est, c'est que moi, mes parents ne parlent pas français, j'avais 8 frères et sœurs, et que je n'étais pas amené ou conditionné à devenir avocat parce qu'un membre de ma famille l'était déjà ou mes parents l'étaient déjà. J'ai cassé ce plafond de verre qu'il faut à un moment donné voir en face. Il y a un plafond de verre, il faut prendre l'ascenseur social et il faut dire qu'on le prend, pas parce qu'on nous le donne, mais parce qu'on veut le prendre. Et quoi qu'il arrive, il faut jamais, 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 et ça c'est très très important, baisser les bras. Donc en réalité, quand on vit un échec, on a l'impression que c'est l'échec sur le moment. Mais en réalité, c'est une autre porte qui s'ouvre, qui nous permet d'atteindre peut-être l'objectif d'une meilleure manière et ne jamais perdre l'espoir. Et transformer ses rêves en projet, c'est très important parce que si on laisse le rêve à l'état de rêve, ça nous paraît impossible. Mais le rêve transformé en projet, ça devient tout de suite réalisable. Alors, deux témoignages, Monsieur Bricky, Monsieur Dany, des témoignages qui sont très intéressants, des beaux parcours de réussite, docteur en psychologie pour Monsieur Bricky, avocat pour Monsieur Dany, et pourtant, même s'ils sont heureux, ils ont le sentiment, à juste titre, d'avoir réussi. On constate des parcours qui ne sont pas du tout fluides. On voit des parcours qui sont un petit peu heurtés. On peut parler de discrimination de classe, de discrimination liée à l'origine. Que diriez-vous, Monsieur Primont, à partir de ces deux témoignages? Enfin, moi d'abord, je suis très intéressé par ces deux témoignages parce que ce sont de beaux parcours justement de réussite. En même temps, on voit que ce sont quand même des courses d'obstacles. Et là, on peut déjà au moins parler d'obstacles. L'expression plafond de verre a été utilisée et c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que quand même, il y a un plafond et que le plafond, c'est pas soi-même. Hein, c'est un système. Enfin, et qu'il va falloir essayer de le franchir. Voilà. Bon. Alors, effectivement, là, je ne suis pas dans l'exemple de ces deux récits. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait peut-être eu de la discrimination, mais il y a sans doute déjà des milieux sociaux où c'est difficile, où il y a des difficultés socio-économiques. Enfin, je veux dire, faire des études d'avocat pour devenir de doctorat jusqu'en psychologie, c'est je ne sais combien de dizaines d'années d'études. Hein, je veux dire, donc à ce moment-là, il n'y a pas trop de revenus dans la maison, il faut entretenir. Enfin, tout ça, c'est un coût. Ce ne sont pas des héritiers.
Voilà, hein. Ce ne sont pas des héritiers, ce ne sont pas des gens qui sont nés dans des familles très aisées, avec des parents diplômés. Tout n'était pas donné à la naissance, ou à peu près, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, donc il a fallu construire tout ça. Et donc, on sent bien ça. Donc ça, c'est la part sociale, je dirais, la part socio-économique, bien sûr. Et cette dimension-là, elle est forte, y compris la distance au lieu d'études. Hein. On est de Grasse, il faut aller à Nice, puis à Marseille, puis à Paris. Enfin, cette dimension-là, géographique, elle existe aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous habitants d'un centre d'une grande ville universitaire. On n'a pas tous les moyens de se payer un studio, Paris Intramuros ou même première couronne de l'Île-de-France. Hein, il suffit de voir les tarifs pour comprendre. Et bon, voilà. Enfin, je veux dire, c'est tout ça. C'est j'imagine beaucoup de sacrifices derrière. Et ensuite, sans doute aussi, peut-être dans certains, en tout cas dans le premier récit. Il semblerait qu'il y ait peut-être eu d'autres facteurs, enfin, qui tiennent à l'origine de la personne, ou en tout cas qu'il y a eu des formes peut-être de stigmatisation, même légères, mais que voilà, c'était peut-être même dans le deuxième discours, c'est pas dit, enfin, je veux dire, en tant que tel, mais enfin, quand on dit, grosso modo, il faut dépasser ces déterminations, il y a les déterminations socio-économiques et sociales, c'est une évidence, et puis il y a aussi le fait qu'on sait quand même qu'on fait partie de populations qui sont pas toujours très bien vues à l'intérieur de la société française. Et bien regardez, quoi. Mais oui, donc Voilà. bon, Monsieur Dany l'évoquait, hein, avec sa stratégie personnelle de se battre jusqu'au bout, de s'accrocher, de ne pas baisser les bras. Alors, Najat, tu es avec nous. On va également s'intéresser à ton parcours, à ton témoignage. Alors déjà, pour les personnes du public qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, je m'appelle Najat, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 petits garçons et bientôt un 4e. Donc déjà, c'est pour me présenter. Je suis là pour apporter mon témoignage parce que je pense que c'est important de venir apporter de l'humain derrière en fait des études qui peuvent rester considérées comme des études ou des chiffres ou des statistiques. Derrière, il y a des humains. Et donc, on est là pour justement être ces humains qui témoignent. Donc, moi, je suis née dans le centre-ville de Grasse, Je suis née place de la Vieille Boucherie. Donc, j'ai habité là pendant à peu près une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai déménagé au boulevard Thiers. Donc, déjà, c'était mieux, on va dire. En tout cas, à l'époque, on considérait ça comme déjà mieux. Et je rejoins tout à fait Monsieur Primon quand il parle des premières difficultés en fait, du parcours. Les premières difficultés viennent de la cellule familiale, en fait. À partir du moment où on est issu de familles ou de parents qui ne sont pas diplômés, qui ont quitté un pays, qui ont quitté des mœurs, qui ont quitté une société et qui viennent s'installer dans un nouveau pays dont ils maîtrisent absolument pas les codes, ni la langue, etc. Nous, en tant qu'enfants, quand on intègre le système scolaire, quand on intègre cette société française, entre guillemets, c'est la première difficulté. C'est de trouver sa place entre la cellule familiale, avec des conditions, ses spécificités, et la société dans laquelle on vit, qui souvent, d'ailleurs, pendant le parcours scolaire, en tout cas élémentaire, va avoir tendance à nous renvoyer à notre origine. Quand on est petit, la question, c'est toujours d'où tu viens, qui tu es, mais d'où tu viens d'abord. Donc, quand on est enfant, au départ, on ne comprend pas la question. Moi, je suis née en France, j'habite en France, on me demande toujours d'où je viens. En réalité, on me demande d'où viennent mes parents, ou peut-être mon teint, ma couleur de peau, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, d'être renvoyé à cette origine-là, c'est compliqué. Difficulté, bien sûr, d'être accompagné par les parents pour le parcours et le suivi scolaire, parce que ça reste important. Et une des premières aussi difficultés avec le recul que je peux analyser, c'est les codes, en fait. C'est qu'on n'a pas les codes de la société dans laquelle on vit, puisque les codes dans notre cellule familiale sont différents, en fait. Ils sont portés par une autre culture, d'autres mœurs, donc c'est d'autres codes. Et donc, ces codes-là nous manquent une fois qu'on sort de la cellule familiale pour pouvoir s'intégrer. Et c'est peut-être ce qui marque finalement la différence lorsqu'on se retrouve en société, en fait, que ce soit pour le travail, pour un entretien, etc.
C'est qu'en fait, on a des codes, il y a des codes qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas parce qu'on ne les a pas acquis naturellement. Je peux donner un exemple par rapport à la sensibilité à l'art. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre en réalité. C'est quelque chose, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Donc, tu peux faire exprès de t'extasier devant une œuvre, mais en réalité, ça manque. La culture générale, il y a plein de choses qui sont de l'ordre des codes et qui font partie en fait de la cellule familiale. Donc ensuite, bien sûr, il y a le parcours au collège où très souvent on rencontre des professeurs qui vont changer le parcours, ou qui vont changer la trajectoire ou des rencontres. Et donc il y a cette notion quand même derrière paternaliste. Du coup, on m'a aidé, on m'a donné ma chance, alors qu'en réalité, j'ai toutes les chances à la base. Enfin, je devrais en tout cas avoir toutes les chances à la base. Donc très souvent, quand on écoute un peu les histoires, c'est toujours une rencontre, un parcours, un professeur qui a cru en nous, etc. Donc il y a quand même ce storytelling autour de la réussite des personnes issues de l'immigration qui, pour moi, est quand même problématique, même si ça reste quelque chose de positif, mais c'est problématique. Parce que ceux qui n'ont pas rencontré cette personne, ce professeur, c'est problématique. Et ensuite, effectivement, le fait de ne pas être héritier, moi j'étais dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'après mon bac SES, sciences économiques et sociales, je me suis plutôt dirigée vers de l'alternance. Donc j'ai fait une première année en fac, mais qui n'a pas du tout matché en fait, parce que difficulté de se loger, difficulté d'avoir de l'argent pour pouvoir quand même profiter en étant jeune. Donc on va se poser la question de dire déjà je veux plus aussi être un poids pour ma famille. Ma famille, on est une fratrie de 5 enfants, nos parents travaillent, moi j'ai eu de la chance d'avoir un papa entrepreneur, mais quand même, on travaille quand même dans des métiers durs où ils utilisent leur corps. Et donc en fait quand tu vois que t'es un coup, mais le coup c'est le corps de ton père ou de ta mère, je peux vous dire que c'est une façon un peu différente de voir les choses. Donc du coup, effectivement, je me suis dirigée très rapidement vers de l'alternance où j'ai fait une licence AES. Et j'ai eu la chance, dans l'entreprise, la chance, vous voyez, c'est encore l'automatisme de dire j'ai eu la chance, alors qu'en réalité, j'ai pris la chance. J'ai travaillé 10 fois plus que mes collègues. Ça se traduit par des heures de travail en plus, accepter des déplacements, accepter des choses pour y arriver. Et est-ce que tu peux préciser, Najed, je me permets d'interrompre, juste de préciser cette licence AES, peut-être pour que signifie Administration économique et sociale. Et donc ensuite, j'ai intégré donc un cabinet de conseil, audit et formation qui était spécialisé hôtellerie-tourisme, qui m'ont pris et qui m'ont gardé à la suite donc de ce parcours en temps. Et j'ai intégré assez rapidement le comité de direction, donc j'étais cadre assez jeune. Mais effectivement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que ça a eu un prix en fait. J'ai travaillé, j'ai la sensation en tout cas d'avoir travaillé beaucoup plus, d'avoir accepté beaucoup plus de choses que mes collègues. Et je peux donner quelques exemples. On était un cabinet, on était 6-7 collaborateurs, tout le monde se tutoyait, mais j'avais 1 ou 2 collaborateurs qui voulaient absolument que je les vouvoie et qui me vouvoyaient pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai travaillé avec eux, mais uniquement moi par exemple. Donc il y a eu pas mal de choses comme ça. Accepter aussi d'entendre des blagues sur des blagues racistes en fait, sur les origines, entendre des préjugés, pas mal de choses auxquelles on est confronté, auxquelles on n'est pas préparé. Et puis toujours cette question sur mais comment c'est chez vous ? Il y a toujours le chez vous et chez nous, ou vous et nous. Et donc c'est ce qui est un peu compliqué. C'est après ce qu'on nous reproche aussi. On nous reproche de ne pas être assez français. Mais en même temps, quand on nous a renvoyé à notre origine et qu'on nous renvoie à notre origine en permanence, on ne peut pas nous demander ensuite de se sentir pleinement français. Il y a une forme de schizophrénie en fait qui s'installe dans l'esprit en tout cas dans mon esprit. Donc par la suite, effectivement, j'ai travaillé à l'étranger puisque j'ai porté un projet en interne de l'entreprise qui était de développer, si vous voulez, l'entreprise à l'étranger. Ça a été au Maroc. On a ouvert un cabinet de conseil formation au Maroc. Et là, c'était très intéressant de voir comment les Français, donc qui s'expatrient dans un pays nord-africain, quel effort ils font de s'adapter, tout ce qu'on nous a demandé depuis toujours en fait. Et en réalité, on remarque très vite que non.
là aussi, on arrive et on veut imposer quelque part nos codes. Donc, il y a des exemples comme ça où il y a des employés des employés comme des femmes de chambre, par exemple, qui ont très peu de qualifications, qui sont très, très mal payés. Donc, on ne devrait pas leur demander grand-chose normalement. Mais en gros, à qui on demandait de parler français sous prétexte que la gouvernante générale parle français. Ou des choses qui sont liées à la culture qui n'étaient pas acceptées. Et c'est là où je trouve que c'est un peu, que c'est un peu difficile. Et là encore, c'est de se rendre compte de la difficulté qu'on a en tant qu'enfant, issu de parents étrangers, de se rendre compte, quand je suis partie vivre au Maroc, je me suis dit, mais en fait, je suis pas marocaine, quoi. Parce que je maîtrise pas encore les codes, je ne fais pas partie pleinement de cette société, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le recul, etc. Donc, c'est très, très difficile, finalement, de trouver sa place et ça nous demande, finalement, une certaine forme de mimétisme. Ça nous demande aussi d'en faire plus que les autres pour arriver au même niveau. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait en aparté avec Monsieur Primon. Effectivement, si on prenait les mêmes, on va dire les mêmes critères de base, finalement, les enfants issus de l'immigration réussissent mieux que les Français. Enfin, les Français, on s'entend par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà, par rapport à mon témoignage. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que finalement, c'est très difficile de parler de... Parce que je sais que la question qui arrive, c'est est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi? Donc effectivement, moi, je suis pas très à l'aise avec cette question. On en a parlé longuement et puis c'est bien qu'il ait rappelé en introduction la subjectivité de la question. Je la prendrai sous un prisme différent, c'est-à-dire est-ce que si c'était à refaire, je referais la même chose? La réponse est non. La réponse est non, je me ferai plus confiance. J'irai beaucoup plus loin que là où j'ai été, même si j'ai la sensation d'avoir été assez loin. J'aurais pas accepté en fait certaines remarques, certains comportements, et j'aurais pas donné autant de ma personne parce que quand un enfant d'immigré, en tout cas de ceux que je connais, réussissent, ça a toujours un prix en fait. Et ce prix, il est pas assez vu. Donc on va dire bravo. T'as réussi, c'est bien, etc. Mais il n'y a personne qui demande à quel prix, en fait, t'as réussi. Et sans parler le fait d'être une femme issue de l'immigration, tout ça, c'est encore un autre sujet. Deuxième podcast, mais voilà. On prend rendez-vous, on retient l'idée. Ça fera sûrement l'objet d'une prochaine rencontre de GEP. Donc, ton témoignage, il est également particulièrement intéressant. Riche, on retrouve, c'est vrai, des expériences communes avec les témoignages de Monsieur Bricky, Monsieur Dany, notamment sur les freins, les obstacles. Alors, j'ai envie un peu d'insister là-dessus. Tu as, de manière très intéressante, t'as rappelé qu'il y avait déjà des premiers freins qui commençaient très jeunes. Oui. Même parfois dans la famille où on se demande si l'enfant va réussir à trouver sa place. Et justement, concernant ces blocages, alors je vais peut-être interroger M. Primon là-dessus. On peut les résumer à un seul blocage ou ce sont différents, de multiples blocages qui viennent s'additionner? Effectivement, ce qui a été dit sur le fait d'avoir une origine étrangère, de pas nécessairement avoir les codes du pays dans lequel on est, en tout cas immédiatement. Enfin, je veux dire, naturellement. Voilà. Mais après, il y a aussi des éléments qui tiennent justement au milieu social et pas seulement au fait d'avoir une origine étrangère, qui fait que lorsqu'on est d'origine populaire, on n'a pas toujours les codes sociaux pour être dans des milieux qu'on connaît mal, ou qu'on connaît pas. La question de la culture, c'est un bel exemple. Je pense que c'est un problème beaucoup plus général en vérité, le rapport à la culture, à l'esthétique, etc., etc. Mais il y a plein d'autres situations où il y a des décalages, où on est un peu déphasé, on sent bien qu'on n'est pas dans son milieu, que c'est compliqué d'avoir les bons, y compris les bons comportements corporels, les bonnes expressions. Il y a tout ça qu'il faut corriger en permanence. Et ça, c'est un effort réel, quoi. Et c'est d'autres choses, là, ça tient aux différences de classe, je veux dire, en clair, voilà. Et, y compris l'accent, d'ailleurs, l'accent régional, vous savez, en France, il y a
Ça joue beaucoup, hein. Aller en Île-de-France, dans les ministères, avec un accent du Midi, vous verrez. Bah oui. Non, mais c'est une réalité. Alors, de temps en temps, on peut être un peu pagnolesque. Vous voyez, bon, ça passe. Lorsqu'on est Max Gallo, qu'on est un grand romancier, ça passe encore. Mais je veux dire, si vous arrivez avec votre petit diplôme de l'université, Alors nous, à l'association Grâce Expression Populaire, notre objectif, bon, il est de créer du lien social, il est de donner la parole aux habitants. L'objectif, c'est aussi de réfléchir pour nourrir l'action, et déjà, on aimerait aussi qu'il y ait un moment d'échange avec les auditeurs, les auditrices, ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils ont un témoignage particulier à apporter, et donc nous sommes très heureux de vous laisser aussi la parole et de vous écouter, de répondre éventuellement à vos questions. Bon, merci beaucoup pour votre conférence qui est d'une haute qualité. J'ai l'impression d'ailleurs d'assister à 28 minutes avec le meneur de débat. Alors moi, je vais vous faire une réflexion un petit peu à prendre au deuxième degré. Je visite les chantiers, c'est mon métier, et j'ai l'impression qu'il y a une discrimination. Je ne vois que des gens issus de l'immigration et pas le contraire. Bon, je me dis, tiens, il y a une discrimination positive. Alors, est-ce que, en fait, la réussite ne passerait pas par la revalorisation du travail manuel ? Un, le respect des individus. Deux, le respect du travail et la revalorisation du travail manuel. Qui permettrait à beaucoup d'avoir une réussite sociale intéressante. Parce qu'il n'y a pas, malheureusement, que des diplômés. C'est vrai qu'on a, M. Primond, dans son introduction, évoqué une difficulté, pour ne pas parler d'échec, de l'institution de l'éducation nationale. On sait que l'éducation nationale a de grandes difficultés à combattre les inégalités sociales. Elle a tendance même à les reproduire. C'est un débat qu'on entend parfois sur la question de la revalorisation des métiers manuels ou de l'enseignement professionnel, par exemple. Monsieur Primond, votre expertise de scientifique, quel est votre regard là-dessus, sur cette perception du travail manuel ? C'est une question difficile. Je sais pas si la revalorisation du travail manuel entraînera une revalorisation. Quand on dit revalorisation, on peut penser à revalorisation économique, mais derrière, il y a l'idée de revalorisation symbolique. Et ça, je pense que c'est compliqué dans un monde où, précisément, le travail manuel, en partie, perd de son importance, n'est plus au cœur même du système économique. Il est encore puissant, mais et notamment l'école participe en particulier, enfin de manière très générale, la scolarisation généralisée, en fait, participe en partie à la dévalorisation du travail manuel. C'est-à-dire, l'école valorise les matières les plus abstraites. C'est-à-dire, aujourd'hui, la filière, enfin, il n'y a plus de filière, il n'y a plus de série, mais enfin, concrètement, les matières qui sont les plus valorisées à l'école, quelles sont-elles ? Je veux dire, on est très éloigné du travail manuel, vous voyez ? Je vois quand même de belles réussites. Bien sûr, la question... Oui. Non, mais bien sûr, il peut y avoir, par la voie du travail manuel, de très belles réussites. Et par exemple, lorsqu'on regarde, par exemple, les taux d'insertion, alors en dehors des périodes de crise, du côté notamment des sections de bac pro industriel. Je veux dire, l'insertion bac pro industriel, dans beaucoup de spécialités, ça fait pas problème. Et d'ailleurs, les rémunérations sont bien plus conséquentes que quelqu'un qui sortirait avec le bac général sur le marché du travail, qui lui va se retrouver au chômage. Hein, enfin, je veux dire, vous voyez ? Donc ça, c'est peu dit d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui sort avec un bac général sur le marché du travail a une situation beaucoup plus dégradée que quelqu'un qui sort avec un CAP. Allez, je me dévoue.
Moi, j'ai plusieurs remarques parce qu'effectivement, nous sommes ici avec une classe de bac pro de lycée professionnel en mécanique automobile. Et en fait, moi, je suis enseignant en français, histoire, géographie, donc j'ai suivi un parcours classique, le bac, les études, etc. Et en fait, j'en suis à un point de ma carrière où je me dis que quand même, il y a une certaine forme d'incompréhension de la marche du monde, c'est-à-dire que on pousse beaucoup d'enfants à suivre une filière classique, générale, sur presque le mythe travaille bien à l'école, tu auras un bon métier. Et en fait, je vois de plus en plus autour de moi des gens qui suivent ce parcours classique, espérant avoir ce bon métier, qui se retrouvent après des périodes d'études relativement longues à chercher des emplois qui ne correspondent pas du tout aux études qu'ils ont poursuivies. Et moi, dans l'idée de parcours de réussite, et je parle là pour mes élèves qui sont trop timides pour parler, j'ai ici des élèves qui sortent de collège, parfois de SECPA, qui profitent de leurs années en lycée professionnel pour se refaire un moral quelque part, parce que souvent on se rend compte que le collège a cassé pas mal de vocations. Et qui, aujourd'hui, après 3 ans d'études, envisagent pour la plupart de poursuivre des BTS ou de rentrer dans le métier pour lequel ils ont été formés, avec un certain nombre d'assurances. Alors après, par rapport à tout ce que vous avez dit, ça n'empêchera pas les difficultés liées à certaines formes de discrimination. On voit par exemple des élèves qui, sur leur nom, ont effectivement du mal à trouver des stages, ou qui sur leur lieu de vie, en fait. Moi, j'ai eu des élèves qui habitaient dans le quartier de la Blaquière. D'ailleurs, on a essayé de changer de nom justement pour ça. C'est qu'en fait, on se rendait compte qu'un élève qui vivait dans le quartier de la Blaquière, finalement, il avait beaucoup moins de facilité à trouver un stage que d'autres qui vivaient dans des quartiers plus anonymes, on va dire. Donc voilà, et je vais finir là-dessus sur l'idée qu'en fait, ce qui manque, en fait, et je vois votre panneau ici, et vous avez titré pour l'égalité des chances, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus inégalitaire que la chance ? Vous parliez tout à l'heure on m'a donné ma chance, mais en fait, je crois que le fond du problème, c'est une question d'égalité, en fait, plus que d'égalité des chances, parce que l'égalité des chances, c'est une façon de dire, vous avez tous les mêmes chances au départ, et en fait, votre conférence et la réalité nous montrent que pas forcément. Merci. Je ne savais pas que vous étiez bac pro industriel. Donc quand j'ai dit que notamment il y avait une insertion plutôt bonne et plutôt rapide des bac pro industriels, voilà, c'est pour vous donner maintenant un peu d'espoir, mais en plus c'est avéré, enfin c'est vérifié. Alors sauf en période de crise économique ou quand vraiment il y a une dépression, bon là c'est compliqué pour tout le monde, mais donc tenez bon quoi. Enfin. Et en même temps, c'est vrai qu'on est parfois un peu partagé entre une vision un peu globale de se dire il faudrait un changement positif des mentalités, et puis en même temps aussi peut-être se raccrocher à des solutions immédiates. Alors des fois dans le débat public, on entend l'idée de candidatures anonymes qui se généralisent, qui pourraient être généralisées à l'ensemble du marché du travail. Je ne sais pas si cette solution sera retenue, mais peut-être qu'elle permettrait justement de limiter certains obstacles et de reconnaître des personnes à leur juste valeur. Moi, je voulais remercier par rapport à votre question parce qu'effectivement, les quartiers QPV bénéficient en fait de budget. L'État quand même alloue pas mal de budget pour ces quartiers-là. On voit que ça ne change pas le problème, que le problème est toujours là. Donc, il y a la question qui se pose de pourquoi, comment ça se fait, pourquoi on investit autant d'argent et les choses ne changent pas. Et il y a aussi autre chose qui m'interpelle, c'est de se dire qu'on est obligé, en fait, de changer de nom, de changer de prénom parfois, de mentir sur là où on habite pour pouvoir justement obtenir ne serait-ce qu'un stage dans un métier pour lesquels on a été formé et on est un apport, en fait, pour l'entreprise. Donc moi, c'est ces questions-là que j'aimerais qu'on se pose et les acteurs qui sont présents aussi aujourd'hui.
c'est de se dire, voilà, comment on peut agir pour contrer ça. Alors moi, j'entends que les métiers industriels, etc., ou les métiers, ce qu'on appelle les métiers en tension, sont une opportunité pour les gens issus de l'immigration. Non, oui, voilà, c'est justement ça. Et justement, je voulais dire ça aussi, c'est de se dire que on est la variable d'ajustation, d'ajustement, mais il ne faut pas qu'on soit la variable d'ajustement uniquement sur ces métiers-là, en fait. Parce qu'il y a ça aussi qui est très, très frustrant, c'est de se dire à chaque fois qu'il y a un programme pour trouver, je sais pas, des femmes de chambre, etc., ou des chauffeurs, ou enfin pas mal de métiers comme ça un peu compliqués, ou sur les travaux où on va utiliser souvent le corps, on va chercher cette population-là. Donc ça aussi, c'est compliqué et c'est pas forcément quelque chose d'acceptable ou d'entendable. Je voulais revenir, merci Najat. Je voulais revenir sur un élément qu'on n'a pas abordé avec Monsieur Primon. C'est lorsque j'ai questionné les 2 témoins pour la vidéo, donc Walid et Jawed, à aucun moment, ils n'ont pas admis avoir été victimes de discrimination. Et avec Monsieur Primon, on en avait discuté. Quand on réussit un parcours, etc., on ne va pas le verbaliser, dire « Ah bah oui, effectivement, j'ai vécu de la discrimination ». C'est difficile de le verbaliser pour soi. Par contre, on sait qu'il y en a. Et donc, Monsieur Primon, je voulais que tout simplement vous en parliez de ce problème dans Trajectoire et Origine. Est-ce que les témoins s'exprimaient de façon simple sur ce sentiment de discrimination vécu à l'école ou sur le marché du travail? Trajectoire et Origine, c'est une enquête statistique. Donc, effectivement, dans le questionnaire, il y avait des questions. Il y avait 2 types de questions, en fait. Il y avait des questions qui visaient à repérer ce qu'on appelle, dans le langage de l'enquête, la discrimination situationnelle. C'est-à-dire, en fait, on posait la question aux gens sans utiliser le terme de discrimination. On leur posait la question de la manière dont ils étaient traités. Par exemple, dans l'emploi, on posait une question est-ce qu'on vous donne des tâches qu'on ne donne pas aux autres, par exemple. Est-ce que vous avez des horaires que personne ne veut? Enfin, oui, bon, voilà. En gros, est-ce que vous êtes relégué? Est-ce que vous êtes vraiment la règle d'ajustement? Précisément, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les discriminations situationnelles. Pour l'école, alors l'école, dans l'enquête Trajectoire et Origine, c'est un peu complexe parce que c'est rétrospectif quand même, mais on a posé une question sur l'orientation, sur la discipline. Est-ce que vous pensez, au fond, avoir été traité comme les autres ou pas, quoi, voilà. Bon. Et là-dessus, il y a quand même des taux de déclaration qui sont qui sont tout à fait expressifs. Enfin, je veux dire, il y a des réponses très nettes sur les discriminations situationnelles. Après, il y avait d'autres questions directes sur la discrimination. Là aussi, il y a quand même des taux de déclaration qui sont relativement élevés. Là où c'est plus compliqué, c'est dans les entretiens. C'est-à-dire quand vous êtes en face à face avec les gens qui racontent, qui témoignent en fait de leur expérience de vie, effectivement, la question de la discrimination, elle est rarement verbalisée. On avait fait d'ailleurs des entretiens sur la discrimination, non pas dans l'enquête Trajectoire et Origine, mais sur les enquêtes d'insertion, auprès de gens qui avaient été interrogés dans l'enquête. On est allé les voir après, puis on essayait d'avoir des entretiens sur leur expérience de vie, etc., etc. Et le terme de discrimination, par exemple, était très très peu utilisé. Ou quand il était utilisé, on parlait d'autres personnes, mais pas de soi. Parce que je veux dire, ça on l'explique, c'est y compris un ressort psychologique. Hein. C'est difficile de se placer dans ce type non pas en victime, mais oui, enfin d'une certaine manière, dans cette position-là, quoi. D'autant que parfois on sait qu'elle peut être attendue de celui qui vous interroge. Enfin, c'est assez complexe. Et ce qu'on voit, alors il peut y avoir des formes de déni. Ça existe, mais moi j'ai jamais rencontré ça, enfin, etc. Ce qui peut être avéré aussi. Mais il y a surtout une façon de passer par-dessus, c'est-à-dire d'essayer de faire avec, quoi, en quelque sorte. Voilà. De dépasser ça. S'accommoder. Et de s'accommoder et en même temps, voilà. Mais souvent, un des arguments d'ailleurs, c'est de se dire il faut sortir de cette posture victimaire. Donc, qu'on nous rétorque à chaque fois quand on veut marquer la différence, enfin, les différences, en tout cas, ce qu'on subit. Et donc, à force de nous renvoyer vers cette posture victimaire, on n'ose plus, en fait, dire finalement ce qui ne va pas, quoi. Merci. Alors, moi, je m'appelle Pachine. Donc, j'ai grandi au centre-ville de Grasse.
donc un quartier populaire. Et puis ensuite, j'ai déménagé au Richelieu, à l'époque c'était, qui s'appelle aujourd'hui le Résidence de l'Adré. Ça a plus de charme, mais ça reste le quartier de la Gare. J'ai été à l'école avec Najat et Leïla, donc école Gambetta. J'ai fait toute ma scolarité... Allô? Oui? Vous m'entendez? Ah, vous entendez pas? C'est bon? Donc j'ai fait toute ma scolarité primaire, collège et lycée sur Grasse. J'étais une très bonne élève. Je suis du Congo. Moi, je suis arrivée à l'âge de 5 ans dans les années 90. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont étudié, mais qui n'ont jamais pu travailler avec leur diplôme en France. Donc, ils ont fait à peu près ce qu'ils ont trouvé. Ma maman, elle était femme de ménage à Orsac-Montfleury pendant plusieurs années. Et au début, avant qu'elle ait pu avoir ce poste-là, qu'elle ait ses papiers, elle travaillait au black, comme on dit. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance un petit peu où, comme Najat, il fallait que je trouve ma place entre la maison et l'école où, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs à Grasse. Hein. Donc, j'étais montrée du doigt et j'avais beaucoup de difficultés à me défendre entre la maternelle et la primaire, surtout. Mais j'ai fait avec. Et c'est vrai que là où ce que je trouve dommage dans tous les témoignages qu'on a eus, c'est qu'on n'a pas toujours été encouragés. Moi, surtout au lycée, donc primaire et collège, j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs et des maîtresses qui nous ont soutenus, qui nous ont prouvé, qui nous ont fait comprendre qu'on avait des capacités, et à la maison aussi, parce que les études étaient quand même au centre de la famille. Mes parents étaient très portés sur les études, donc j'ai eu cette chance-là. Et par contre, au lycée, surtout les dernières années, où ça a été un petit peu compliqué, moi, je voulais être infirmière. Et la dernière année, j'avais des profs qui me faisaient comprendre que j'y arriverais pas. Donc, j'avais des 4 en sciences ou en physique. C'était très compliqué. Et quand elle m'a demandé, par exemple, ma prof de physique-chimie, ou je sais plus, mon orientation, je lui ai dit, moi, je vais aller en école d'infirmière. Je vais passer le concours cette année, tout ça. Mais sinon, c'est peut-être pas la peine. Hein. Peut-être essaye de voir pour un CAP ou quelque chose de ton niveau, alors que j'avais eu un parcours vraiment incroyable depuis le début de ma scolarité. Et donc, ça met quand même un doute en soi. On perd confiance malgré tout, même si on a le soutien de la famille et tout ça, même si on sait ce qu'on veut faire. Ce qui est dommage, c'est que certains professeurs et les adultes n'encouragent pas forcément. On perd de la confiance en soi. Moi, je me suis battue, parce que je me suis vraiment battue. J'ai passé mon concours et j'ai eu les résultats le même jour que mon bac. Et j'avais réussi les 2 avec mention. Et donc, j'ai pu intégrer une école d'infirmière qui était à Cannes à l'époque. Donc, c'est pareil, hein, les mêmes difficultés financières. Il fallait prendre le bus à 6h du matin pour pouvoir arriver à 8h parce que je n'avais pas le permis. Et donc, j'ai toujours travaillé pendant mes études. À partir de l'âge de 16 ans, de toute façon, je travaillais puisque c'est pareil. Je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Donc, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de nous payer les dernières fringues à la mode, ni le dernier portable. Donc, on ne voulait pas, comme disait Najat, être une charge supplémentaire pour nos parents, sachant qu'il y avait les petits frères et sœurs derrière, quoi. Et donc, j'ai toujours travaillé. J'ai jamais pris ça comme une difficulté. Moi, ça faisait partie de ma vie. Et j'ai réussi mon diplôme après beaucoup de galères parce que on m'a toujours mis des bâtons dans les roues. Souvent, on arrive, parfois c'est des stages qui sont dans des endroits, il fallait s'y rendre avant, soit en tips, en voiture, dans des quartiers un peu chics. Voilà, j'avais 18 ans, 20 ans. On essaie de nous faire comprendre que t'es pas à ta place, quoi. Donc voilà. Et finalement, je pense que ça nous aide, ça nous endurcit, et puis on se donne les moyens aussi pour prouver que on n'est pas plus bête qu'un autre. Voilà, donc aujourd'hui, je suis diplômée, ça fait 17 ans. J'exerce actuellement en centre-ville, ça fait en libéral, ça va faire 14 ans bientôt. Et j'ai rapidement quitté les cliniques et les hôpitaux où c'était vraiment pas ma place. Déjà, le rapport aux soins, il est différent qu'à domicile. Mais surtout, il faut savoir que les 3 premières années, avant de m'installer en libéral, mes 3 premières années de travail, je faisais que de l'intérim parce que je supportais pas d'être au même endroit tout le temps. On me faisait souvent sentir ma différence.
Et donc, j'allais souvent en clinique, dans la clinique à Cannes, tout ça. Et c'était souvent, quand j'ouvrais la porte pour me présenter, c'était non, j'ai pas fini de manger, vous me débarrassez pas mon plateau. Donc, les gens sont il y a beaucoup de stéréotypes encore, malgré tout, au XXIe siècle. On peut pas être noir et infirmière. Ça colle pas, même ici, à Grasse, avant, parce que maintenant, plus ou moins, tout le monde sait qui je suis. Mais plusieurs fois, je donnais rendez-vous à 8h. À 8h, je sonnais. Oui, vous êtes, je suis la personne que vous attendez. En fait, je suis l'infirmière. Ah, parce que le physique ne colle pas au métier, en fait. Donc, on essaye de prendre ça, de remettre les gens à leur place gentiment et de leur expliquer que, j'ai été diplômée. Parfois, on me demande où est-ce que j'ai eu mon diplôme. Alors, moi, je leur réponds, je ne l'ai pas eu, j'ai appris sur le tas. Donc, qu'est-ce que je réponds? Voilà. Merci. Bonjour. Alors, je suis grassoise. J'ai un certain âge et j'ai fait ma carrière de sage-femme à Grasse. Et j'étais fille de paysan. Et ce que vous vivez, vous, en tant qu'émigrée, moi, je le vivais en tant que fille de la campagne. Et je vous parle de ça dans les années 60. Bon, je fais ma carrière de sage-femme. Et à 40 ans, je décide de m'arrêter pour m'occuper d'une grande propriété qu'on avait achetée. Et je vais voir le maire de Grasse et je lui dis, j'arrête mon boulot, je me consacre à la propriété. Et il m'a dit, cette chose, madame, vous allez perdre votre statut social. Donc, c'est un petit peu la sociologie de Grasse. Enfin, voilà. C'est-à-dire que vous existez si vous avez un statut social. J'ai dit simplement sage-femme, mais ça comptait. Mais je suis très heureuse. Je suis maintenant à la retraite depuis trop longtemps. Mais j'ai vécu une autre vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre, disons, confiance en soi. Et on est toujours capable de faire autre chose. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est intéressant dans ce que vous dites. C'est toujours difficile parce qu'on est français, en fait. Mais on a toujours cette image d'être d'ailleurs. Donc, c'était juste pour... Après, par rapport à ce que vous disiez, c'est justement pour ça qu'on a créé l'association avec Leïla. Parce que donc, moi, je suis partie... je suis partie 3 ans à l'étranger. J'ai vécu 7 ans à Paris. Donc, Paris, c'est vraiment autre chose par rapport à Grasse. Et quand je suis revenue, c'est ce qui m'a frappée, en fait. C'est-à-dire que Grasse a connu une métamorphose, que ce soit dans son aspect visuel, les commerces, les galeries d'art, le type de magasin, la parfumerie qui a été beaucoup plus mise à l'honneur, la beauté des façades, les places qui se sont finalement révélées. Mais par contre, ce qui m'a frappée, c'est que c'était sans les Grassois. J'avais l'impression que dans la stratégie, on va dire, en tout cas de ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'on veut redorer Grasse, on veut rendre Grasse comme étant une vieille ville comme Mougins ou Le Canet, mais sans les Grassois en fait. Et ce qui m'a frappé beaucoup cet été, c'est qu'on a offert aux Grassois la possibilité d'aller à la salle Omnisport, donc de 8h du matin jusqu'à 19h du soir, gratuitement, avec des activités diverses et variées, avec 40 degrés donc dans une salle de sport. Pour les enfants, c'était... Pour les enfants, et j'avais cette sensation que c'était pour vider Grasse, en fait. C'est-à-dire que les enfants ne devaient pas être visibles, ne devaient pas squatter, traîner, on ne met pas de banc parce qu'on ne veut pas que les gens squattent. Donc on veut redorer Grasse, mais on aimerait bien que ce soit sans Grasse, sans les Grassois. Donc non, parce que nous, on a fait partie de Grasse depuis tout petit. C'est la ville dans laquelle on a grandi. Et effectivement, je vous rejoins, les théâtres, les cinémas, les parfumeries, les écoles de parfumerie à Grasse. On est né dans la ville qui est la capitale du parfum. On n'a pas la possibilité d'intégrer des écoles de parfumerie parce que c'est des écoles privées qui coûtent très cher et il n'y a pas de vocation qui est créée, notamment avec l'intervention, par exemple, de représentants de ces écoles-là qui viendraient dans les écoles en primaire pour expliquer quels sont les métiers, les débouchés, créer des vocations dans le journalisme, dans la parfumerie, dans l'histoire, etc.
Donc, bien évidemment que ce que vous ressentez, c'est véridique et les Grassois le ressentent, c'est-à-dire qu'on se sent pas légitime, en fait, de venir dans ces endroits-là. Et donc, c'est justement pour ça qu'on a créé l'association, en fait. En tout cas, moi, c'est principalement pour ça que j'ai décidé de m'engager, parce que les Grassois doivent être partie prenante de la transformation et du projet de la ville de Grasse. Marcel Sarr, je suis niçois. Vous m'en pardonnez, je ne suis pas grassois. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait de déplacement pour venir. Alors, j'aimerais quand même commencer par remercier l'initiative, parce que participer à une rencontre de ce type est très important. Et à moi, qui suis issu première génération même d'immigration, ça m'intéresse particulièrement. Alors, aujourd'hui, je suis devenu directeur opérationnel d'une association qui intervient en quartier populaire, dans un QPV, comme on dit, quartier politique de la ville de Nice, Les Moulins. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça vous dit sans doute quelque chose, parce que ces temps-ci, on y constate une situation sécuritaire très anxiogène qui nous empêche, même nous autres acteurs de l'associatif, de travailler. Alors, j'aurais pu vous dire tant de choses, parce que je me reconnais dans tout ce qui a été dit, dans les témoignages, dans aussi les conclusions de l'enquête de M. Primon, qui a été mon professeur, et que voilà, j'ai beaucoup de joie à retrouver aujourd'hui Leïla aussi, avec qui j'ai participé à ces cours. Tant de choses à vous dire, pour commencer à ce que je suis devenu aujourd'hui, dont je suis sûr que ça aurait été autre chose si j'avais choisi. J'en suis fier de devenir aujourd'hui directeur opérationnel d'une association, mais si je devais choisir ce que je voulais faire, je serais tout sauf ça. Je suis devenu aujourd'hui ce que je suis devenu parce que j'ai su juste, on va dire, saisir les opportunités et faire du mieux que je pouvais en me disant tout ce qui ne changera pas comme variable, c'est de se dire, je ne vais pas quitter le Sénégal à l'âge de 20 ans pour faire des études supérieures et me retrouver, comme beaucoup de mes compatriotes, avec, pour certains, un Master 2 ou plus, à faire des métiers qui correspondent à tout, sauf à leur domaine d'études. Voilà. Mais j'ai envie de vous parler, d'aller dans le sens des conclusions de l'enquête de M. Primon, en vous parlant de quelque chose que je constate en tant que acteur associatif dans les quartiers politiques de la ville, de l'utilisation, on va dire, des immigrés ou des jeunes issus des quartiers populaires comme variable d'ajustement. Voilà. C'est trop choquant d'entendre cette expression, mais c'est très vrai. Tellement vrai que je pense pouvoir dire que de manière inconsciente, elle est utilisée dans les politiques publiques. Je vais vous donner un tout petit exemple. Nous sommes sortis tous faiblis de la crise sanitaire, mais juste après, on a eu la chance au niveau, on va dire, économique, d'avoir une reprise sur le domaine de l'emploi qui fait qu'à un moment donné, on a même frôlé le plein emploi. Alors, ça a des positifs, mais ça a du négatif aussi. Ça a du positif parce que le chômeur trouve très facilement du travail, mais l'employeur se retrouve dans une situation de vulnérabilité où il a du mal à trouver des compétences. Et pendant cette période-là, où à un moment donné, les employeurs avaient du mal à recruter, on s'est retrouvés, nous autres associations, tout d'un coup assaillis par des appels à projets qui viennent de l'État, appelés, pour ceux qui connaissent, PIC ou PRIC, tout dépend du niveau où on se trouve, PIC pour
plan d'investissement sur les compétences, donc c'était des appels à projets au niveau national. RIC, c'est la même chose, mais pour plan régional d'investissement pour les compétences au niveau un peu plus bas régional. L'idée, c'est de dire le PIC vient chercher les associations dans l'EQPV en disant je lance un appel à projet et le titre est tout aussi évocateur sur les invisibles. Les invisibles, qui sont-ils? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux-là qu'on appelle en anglais les NEET, ceux qui sont ni en emploi ni en formation. Et pour dire bref, c'est tout simplement toutes ces personnes-là qui habitent dans les quartiers politiques de la ville où le taux de chômage est double, monsieur le disait tout à l'heure, mais que nous, État, nous, pouvoirs publics, nous ne parvenons pas à trouver. On sait tout simplement que dans les quartiers, ils y sont, on ne les connaît pas, on ne sait pas quelles sont les compétences. Maintenant, vous, les associations, venez postuler, je vous finance pour que vous alliez retrouver ces personnes-là que nous, on ne connaît pas, afin qu'on puisse qu'on puisse les former, qu'on puisse travailler avec eux pour que les employeurs qui maintenant ont du mal à recruter puissent travailler avec eux. Voilà. Donc, ça, je veux dire, ça montre que les conclusions sont vraies. Pour nos associations, on n'a pas le choix, on répond à ces appels à projets. On y répond tout en sachant qu'on est variable d'ajustement, mais ça permet aussi, en temps difficile, d'avoir si vous voulez, des subventions que nous n'avons pas toujours, mais qui nous permettent de travailler avec l'ensemble des personnes issues des QPV pour pouvoir leur proposer quelque chose. Voilà, je n'aimerais pas être long, j'aimerais juste faire ce témoignage et dire aussi à toutes ces personnes ici de l'immigration des quartiers populaires de ne pas toujours être fataliste, de ne pas se cramponner sur le fait que on est toujours victime de discrimination. J'ai pu avoir la chance de visiter d'autres pays en Europe où la situation est plus catastrophique. J'ai pu aussi constater quand je suis venu ici en France que même s'il y a des choses négatives, l'expérience que j'ai eue personnellement à l'université m'a encouragé, malgré les difficultés, plus qu'autre chose à aller de l'avant. Donc, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif qu'il faut savoir saisir. Je vous remercie. Merci. Alors, on arrive à notre conclusion. Il y a des discriminations qui sont avérées. On a bien aujourd'hui vu des parcours de réussite qui sont inspirants. Des parcours de réussite inspirants et je pense qu'il est important de valoriser. Notamment, GEP aura sûrement encore l'occasion de le faire. Et puis, pour terminer sur une note d'espoir, quand même, l'étude trajectoire et origine montre qu'il y a quand même aussi une amélioration de la condition des jeunes descendants d'immigrés. C'est peut-être un espoir. Plutôt donner des conseils de lecture, ou en tout cas d'aller voir un peu les résultats de Théo. Il y a un site dédié, puis le livre est en ligne. Bon, c'est vrai que c'est un peu ardu, 600 pages, c'est un gros pavé, mais enfin, en tout cas, il y a des résultats qui ont été synthétisés. Et puis aussi, je voulais peut-être évoquer, puisqu'on parle de parcours de réussite, un très beau livre de Stéphane Beau, qui est un grand sociologue français, sur la famille Belloumi, où il a suivi justement, où il analyse des trajectoires d'une fratrie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les contrastes qu'il peut y avoir dans les fratries. C'est-à-dire que, il y a des parcours difficiles, il y en a d'autres qui sont plus des parcours de réussite. Voilà. Je pense, enfin, un dernier mot sur la question des discriminations. Je pense que sur Grasse, etc., je ne peux pas me prononcer. Hein. Mais je pense qu'on a avancé depuis 2001, c'est-à-dire depuis presque 23-24 ans, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire en termes de politique publique sur ce sujet-là. Moi, je pense que je le dis parce que je le dis
tout le monde. Hein, j'assume ma position. Je pense qu'on manque vraiment en France d'une politique volontariste en la matière, quoi, et d'une réelle politique nationale. Voilà. Même s'il y a des avancées, notamment sur le plan législatif, sur le plan pénal, notamment, il y a eu beaucoup d'avancées. Enfin, le droit avance, mais de manière générale, je pense qu'on a besoin d'une vraie politique coordonnée, de se donner les moyens et prendre des mesures qui soient un peu des mesures fortes, quoi. Voilà. Merci. Merci Monsieur Primon, merci Najette, merci au public. Et Jep vous donne rendez-vous très bientôt.